Rémi, est-ce que tu sais quel événement revient chaque mois de janvier? Ah, je sais, ça, je ne le loupe jamais, c'est la galette des rois. Alors oui, mais également le CES, parce que je te rappelle qu'on est sur un podcast tech, Ah oui, et du coup le c'est vrai. CES, on n'est pas sur encore une galette tech, encore. Mais en tout cas, le CES, c'est le rendez-vous tech incontournable qui revient chaque année, et cette année, il est revenu en force après 3 ans d'absence, Covid oblige. Et donc du coup, je trouve que ça serait un sujet intéressant pour notre podcast d'aujourd'hui parce qu'il y a toujours plein d'annonces au CES et voilà, c'est passé depuis quelques jours. Ce sera le bon moment pour savoir ce qu'on en a retenu. Qu'est-ce que tu en penses? Banco, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Peut-être un Salut peu Greg, long. comment ça va? Ça va et toi Rémi? Bah ma foi, très bien, très bien. J'ai senti que tu étais parti pour faire une introduction sur notre introduction. Exactement, c'était une introduction par ChatGPT, donc Ouais. Donc je lisais quoi. On a vu d'ailleurs. non, même pas. J'avoue, on aurait pu l'utiliser un peu plus là. On se fatigue trop à faire à rédiger nos trucs, à les enregistrer. Que fait l'intelligence artificielle? C'est SO 2022 ça, hein. Donc non, va falloir se... Au passage, voilà, petite parenthèse, l'épisode de la semaine, il y a 2 semaines, sur ChatGPT a pas mal marché sur les 10 trucs dingues qu'on peut faire avec ChatGPT. Et du coup, c'est un de nos épisodes qui a le plus fonctionné parce que visiblement le sujet intéresse, que ce soit sur YouTube ou sur notre plateforme de podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à y retourner le voir. Il y a toujours plein de choses intéressantes à découvrir. Et puis en plus, c'était un épisode très interactif puisque on montrait des choses en vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça s'y prête pas toujours. Donc c'est toujours, voilà, on rajoute une dimension supplémentaire qui est assez sympa. Et ça marche également si vous écoutez le podcast depuis Spotify. Trop bien cette plateforme. Génial. Exactement. J'espère que du coup, notre épisode de la semaine dernière sur ton peut-être futur business d'avoir monté ta chaîne YouTube a donné peut-être déjà des idées aux gens de créer des choses en utilisant l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Exactement. Mais avant de rentrer dans tout cela aujourd'hui et de rentrer dans le sujet du jour, un petit mot pour remercier les personnes qui nous écoutent chaque semaine, qui sont toujours plus nombreuses. Ça, c'est très cool. On aime bien. Et puis, du coup, qui nous laissent des feedbacks, des idées de sujets. On prend. Et puis, on vous rappelle qu'on est rentré dans la saison 3 hein, du podcast. Et ça, moi non plus. Mais c'est un... Ouf, donc quand même pas. Et donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc du coup maintenant, Rémi, je te propose de rentrer direct dans notre sujet, après cette longue intro. Au fait, c'est quoi le CES, Rémi? Je pense que tout le monde sait, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel. Peut-être pas. Si, je pense ça fait quand même quelques années qu'il doit faire des des journaux télévisés ou même dans les médias généralistes. Mais bon, au cas où, petite piqûre de rappel, c'est tout simplement le plus gros salon tech à destination des particuliers. Enfin, plutôt à l'origine, CES pour consumer, donc consumer c'est les particuliers, Electronic Show. Même si maintenant il y a quand même un gros espace entreprise à entreprise B2B qui se forme. Mais bref, là où moi c'est un salon que j'adorais jusqu'à une période où ça se répétait un petit peu et puis il y a eu le Covid. Mais j'adore parce que je suis un gros fan de gadgets, de technologie, donc forcément il y a plein de choses qui mettent des paillettes dans les yeux. On est c'est génial, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Et on est à ce stade. Moi, je me souviens des écrans pliables, par exemple, où vraiment c'était le truc. Ça sortait des films de science-fiction, donc c'est absolument fantastique. Et donc, ça va du plus utile, hein, des choses concrètes, des téléphones, des télés plus pratiques à utiliser, etc., à des choses plus farfelues, dont on va vous parler plus tard. Et donc, à cause du Covid, depuis 2020, ils avaient arrêté, même s'il y a une petite présence l'année dernière, en 2022, mais c'était rien à voir avec le faste de la grande époque. Sauf que là, ça repart sur le chapeau des roues. Il y a une centaine de milliers de personnes qui ont participé. Donc, c'est chouette. Et ce qui est vraiment cool... vas-y. Oui. C'est que, non, je disais, ça reprend comme de plus belle, quoi, comme à l'ancienne. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que en dehors des petits gadgets et des choses avec des petites loupiottes qui clignotent, c'est que ça permet surtout de sentir les tendances à venir, donc soit de cette année, mais surtout peut-être des années prochaines, et donc de pouvoir se projeter, de se dire tiens, ça peut marcher pas, et au contraire
voir des grosses innovations. Moi, je me souviens encore quand tous les fabricants de télé faisaient la pub à qui c'est qui allait montrer sa superbe télé 3D. Et depuis quelques années, étonnamment, on n'en parle plus du tout. Le 3D au ciné et encore, mais à la maison, ça se fait plus du tout, quoi. Donc voilà. Mais avant de lancer, Greg, c'est quoi toi ton innovation préférée, ou les 2 ou 3? Ce que je retiens de cette année, le truc, tu as très bien résumé hein, en intro, c'est que le CES, c'est à la fois l'endroit où on va trouver les gadgets les plus futiles, les trucs vraiment de niche dont on n'entendra plus jamais parler, et en même temps, et c'est pour ça que ça reste intéressant, c'est là où on va commencer à entrevoir le futur de certains produits. Et donc, il y a énormément de grandes inventions hein, qui ont été inventées ou qui ont été présentées pour la première fois au CES. J'ai du mal à retrouver une liste là au moment où je parle, mais il y a au moins, tu vois, le radio-cassette, certains, les télécrans plats ou des trucs comme ça. Enfin, t'as des trucs qui sont vraiment apparus au CES et qui ont changé définitivement les biens consumer grand public. Et du coup, on sait jamais en fait finalement sur quoi, si ça va être une hype méritée et durable ou pas. Et du coup, c'est intéressant de quand même d'essayer de regarder qu'est-ce qui ressort. Et moi, il y a un gadget en particulier qui a retenu mon attention cette année et j'ai pas l'impression d'être le seul dans ce cas-là. C'est une innovation de WeThings. Qui est une société qui est bien connue hein, depuis de nombreuses années dans les objets connectés. Et en fait, c'est une innovation qui s'appelle YouScan et comme son nom ne l'indique pas, est en fait un scanner d'urine connecté. Super. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait concrètement YouScan ? Ça ressemble, tu sais, à ces trucs que tu mets dans les toilettes pour que ça désinfecte et que ça sente bon. Sauf que là, en fait, il y a des capteurs dedans et que ça va analyser ton urine ou celle de ton foyer. De la famille pour du coup sortir des données de santé. Ce qui est intéressant en fait, alors c'est pas un dispositif médical, il le précise toujours hein, parce que ça entraîne d'autres complications, mais en tout cas ça part du principe que dans nos urines il y a plein d'informations qui peuvent être hyper intéressantes pour savoir finalement si on a des carences, puis ça peut diagnostiquer aussi certaines maladies assez en amont. Et donc l'idée en fait de ce capteur, c'est de capter un certain nombre d'informations et de les retranscrire via une application qui permettra de diagnostiquer les choses, de suivre certains états. Et c'est vrai que c'est pas un hasard si pour pas mal d'examens médicaux, on te demande d'arriver à jeun et de pisser dans un flocon. Là, c'est un peu le même principe, même si ça n'ira bien sûr pas aussi loin que les laboratoires, mais pas mal de cas, ça peut remplacer le laboratoire, notamment des gens qui sont suivis régulièrement, et ça, c'est plutôt cool comme gadget. Et ça va être disponible très très bientôt. Donc moi, j'étais à la fois interloqué, intrigué, et puis c'est potentiellement très 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 utile. Ah, pour le coup, moi, je pense que c'est utile, quoi. Ça, c'est sûr. Et après, une des forces de ce genre d'appareil aussi, c'est que même si c'est pas un dispositif médical, comme ils agrègent plein de données, ça leur permet de créer des modèles, notamment grâce à l'intelligence artificielle, pour pouvoir prendre des tendances, déceler des tendances. Et ça, c'est valide pour tous les appareils de santé ou les appareils connectés. C'est que leur force, c'est que en agrégeant plein d'informations, on peut créer des tendances et donc ça peut apporter des aides à toi et moi, à tout le monde. Donc c'est vrai que exactement. C'est chouette. On a une idée c'est un peu le même principe. Hein oui, alors juste un rebond sur ce que tu disais, c'est que c'est un peu le ouais, alors c'est un peu le même principe effectivement que les électrocardiogrammes qu'on peut trouver sur les Apple Watch ou d'autres montres connectées. Et en fait, c'est con, mais c'est vrai que ce genre de fonctionnalité, mine de rien, c'est désormais prouvé. Hein, ça a sauvé plusieurs vies, puisque en fait, ça te permet de contacter des anomalies dans ton rythme cardiaque, et du coup ça peut être le déclencheur de choses un peu plus graves. Et c'est vrai que le fait de recevoir une notification, parce que à partir de toutes les données, ils se sont rendus compte que quand tu avais ton flux sanguin ou que quand tu avais ton rythme cardiaque qui augmentait d'une manière trop importante d'un coup, c'était peut-être pas bon signe. Et donc pour moi c'est un peu le même genre de gain qu'on peut avoir avec ce capteur. Au niveau prix, c'est pas donné, hein, mais bon, c'est le prix de la nouveauté, on va dire. C'est à peu près 400
enfin $500 on va dire, sans compter les recharges, parce qu'en fait derrière t'as des recharges en fait que tu vas mettre à l'intérieur et qui vont te permettre de faire X tests. D'accord. Donc c'est clairement pas donné, et puis ça pose quelques problèmes, enfin quelques questions d'hygiène, c'est-à-dire comment tu vas aller nettoyer ce truc-là, tu le sors de ta cuvette, comment tu le désinfectes. Bref, c'est pas, ça pose des questions, mais en tout cas je pense qu'il y a une vraie opportunité via ce type de gadget. C'est et sûr. puis donc tu recharges en fait certaines des capsules que tu commandes et qui te permettent voilà, de faire plus ou moins de tests. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est capable visiblement de détecter plusieurs pisseurs. Désolé de dire aussi cash, mais voilà, si tu as plusieurs personnes qui urinent dans ta famille, ce qui est tout le mal que je te souhaite, c'est que du coup, bah voilà, ça sera capable de détecter les différentes personnes en fonction de trucs assez dingues, genre la vitesse du flux, le niveau d'éclaboussure, enfin des trucs complètement trop marrants quoi. Je me mets à la Et place bon des voilà. ingénieurs qui ont fait les tests. Allez Roger, à ton tour. Bon, bah, allez, Ah j'ai pas envie, bah va prendre une bière et puis. ouais. Bah, Donc exactement, ils sont Fred. obligés d'aller prendre des pintes le midi pour être efficace l'après-midi, quoi. C'est pour le boulot. Exactement. Allez. Ça peut paraître Bon contre-productif, mais pourtant. Ok, voilà. Donc ça, c'était le gadget que moi, en tout cas, j'ai retenu. Et toi, Rémi? Excellent. Très intéressant. Alors moi, c'est plus classique. C'est ce que BMW Encore a fait. que. Encore que, exactement. Ils ont l'année dernière, ils avaient monté un prototype de voiture qui changeait de couleur en fait. Enfin, ça passait du noir au blanc, mais du coup, vous pourriez avoir des formes qui apparaissaient et qui disparaissaient sur la carrosse de votre voiture. Et là, ils sont allés à une étape plus loin, c'est qu'ils ont, on peut maintenant changer la couleur. Donc avant c'était noir et blanc, maintenant on peut avoir du rouge, du bleu, du vert, etc. L'utilité, pour le coup, beaucoup de gens se sont dit, bah tiens, c'est un gadget, mais en fait, là où ça peut être intéressant, c'est que pour la sécurité, on peut afficher des formes qui permettent d'être vues plus loin. On peut aussi afficher, par exemple, police sur le capot. Pour doubler. Mais je pense que ça pourra ajouter des informations plutôt intéressantes et participer à la sécurité au-delà d'être un gadget. Et après, c'est assez intéressant. C'est une technologie dont on vous parlera un peu plus en détail bientôt, qui est l'encre électronique, le e-ink, qui sont les types d'écrans que vous avez sur les liseuses. Et je pense que cette technologie là, elle est en train de se réveiller un petit peu avec plus en plus d'utilisation et notamment la couleur qui arrive. Donc, ça va être intéressant et on vous en parlera plus en détail. Yes, donc effectivement assez impressionnant cette BMW qui, comme les voitures Hot Wheels de notre enfance, change de couleur sans avoir besoin de la mettre dans l'eau, et ça c'est plutôt cool. On économise l'eau. Et du coup, alors cette saison, du coup, à part ces quelques innovations, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font retenir dans les tendances, des choses qui vont arriver dans les prochaines années, produits tech à surveiller? Alors, plusieurs tendances. Il y a eu 4-5 grosses tendances que je vais vous décrire ici. La première, c'est le développement durable. Donc ça, tout le monde en parlait. Ensuite, c'est la voiture du futur. Pas seulement ce qu'a fait BM, mais vraiment la voiture au sens général. Les télévisions. Ça y est, c'est fini la 3D, mais on va vers quelque chose d'un peu plus utile. Et c'est vrai, toujours au CES, il y a quand même beaucoup de télé. Les téléphones qui commencent à devenir un peu foufou. Et ensuite, pour finir, la maison connectée dont on vous a parlé déjà il y a quelques épisodes, mais qui là a commencé à être plus physiquement présente, quoi. Alors, pour commencer par le développement durable, toutes les marques se sont positionnées sur le sujet. On sent que c'est un sujet qui intéresse et donc que les consommateurs finaux veulent. Donc, les marques sont forcées de s'adapter. Il y a eu plusieurs exemples. Par exemple, Samsung avec Patagonia qui essaye de réduire le plastique dans l'eau. Asus qui se vante d'avoir utilisé 1500 tonnes de plastique dans ses produits, plastique réutilisé dans ses produits depuis 2017. Donc, c'est bien. Et ensuite, on a eu beaucoup d'entreprises qui parlaient d'optimisation notamment de l'énergie dans leurs produits, en ayant des produits qui vont moins consommer d'énergie mais durer plus longtemps. Ça c'est bien parce que tous nos gadgets électroniques au final ça utilise quand même pas mal d'électricité, beaucoup de ressources et beaucoup de terres rares. Surtout lors de leur création, notamment un téléphone ou un ordinateur, ça utilise, en gros ça consomme 90% de ses ressources pour sa création et pas pendant son utilisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc même si tu gardes un truc
En gros, que tu gardes un truc 5 ans ou 10 ans ou 2 ans, en fait, l'essentiel des ressources consommées ont été consommées pendant la création, notamment avec les métaux rares. Et donc, c'est pour ça que c'est très très bien de recycler les choses et de les garder plus longtemps avec des initiatives comme Back Market. Là, j'avoue que mais c'est pas rose pour autant. Un bon exemple, mais ouais. C'est sûr. Non, t'avais noté. Ouais, j'étais désolé, je t'ai fait louper le coche. T'avais noté un point intéressant, notamment concernant un bon moyen pour les fabricants finalement, partant du principe que l'essentiel de ce qui est consommé est à la création du produit. Un bon moyen peut-être qui est pas utilisé par les constructeurs pour réduire leur empreinte environnementale. Ouais, c'est d'éviter de sortir beaucoup de produits très très souvent, mais ça, je pense que ils n'y sont pas encore, hein, pour éviter le FOMO, le fear of missing out de tous les acheteurs qui disent mais c'est génial ce nouveau gadget, il me le faut absolument. Mais oui, mais t'as acheté le même l'année dernière, bah c'est pas grave, vas-y je change. Donc ça, voilà, ça serait bien qu'un des focus soit la durabilité, et je pense qu'on pourrait y aller parce qu'au final, beaucoup et notamment, je pense à Apple, la plupart beaucoup de beurre qu'ils mettent dans leurs épinards, c'est finalement leur App Store qui est l'immatériel des applications, et donc à partir d'un même téléphone, on peut le faire évoluer au niveau logiciel et on a l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Donc, on n'est pas forcé de proposer des téléphones chaque année. Mais bon, là pour l'instant, tous les fabricants le font, et il y en a assez peu qui se disent non, les mecs, maintenant c'est tous les 5 ans qu'on va sortir un téléphone. Ça serait bien, mais bon. Pas tout de suite. Ouais. Ensuite, autre grosse tendance. La voiture du futur, mais d'aujourd'hui aussi. À la base, le CES, c'est pas vraiment un rendez-vous automobile, mais depuis quelques années, depuis 2015 notamment, on a de plus en plus de constructeurs automobiles qui viennent montrer leurs innovations. On en a parlé quand il y a eu le mondial de l'automobile en octobre dernier, ou en septembre, ou en novembre, je sais plus. Bref, il y a quelques mois, lors de la saison 2, je sais pas si vous vous souvenez, où on avait les voitures finalement se rapprochaient beaucoup plus d'un smartphone que des voitures à l'ancienne, parce que elles sont de plus en plus composées de technologies. On a des écrans, on a des capteurs embarqués dans tous les sens, on a des systèmes d'exploitation qui permettent de tout gérer, même de l'intelligence artificielle qui permet de se garer tout seul ou autre. Donc on a vraiment des liens avec le CES, et donc c'est logique. Et ce qui est marrant, intéressant, c'est qu'on a des boîtes comme LG ou Samsung, qui sont pas spécialement connus pour être dans l'automobile, qui commencent à venir présenter des solutions, parce que vous le savez, si vous avez une voiture ou que vous en louez, vous savez que vous pouvez brancher votre téléphone, et quand vous le branchez, sur l'écran, il y a Apple Car si vous avez un iPhone, ou Android Auto si vous avez un téléphone Android, qui se lance automatiquement. Et ça, parce que ils sont archi dominants sur les systèmes embarqués. Et donc, Samsung et LG, ils aimeraient bien avoir leur petite part du gâteau, parce que si vous arrivez à être finalement pas le système opérationnel, mais avoir toute une grosse interface, le système en quelque sorte de votre voiture, ça veut dire que si l'utilisateur il utilise Samsung Automobile par exemple dans sa voiture, il pourra acheter des applications, etc. Et c'est Samsung qui récupérera une partie de la mise. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de plus. Je pense que les constructeurs, pas sûr d'ailleurs, donnent de l'argent à ces fabricants logiciels pour pouvoir embarquer ce système. Et à ce sujet-là, Apple, il y a quelques mois, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ils avaient montré un concept de cockpit automobile qui était très très présent, avec des écrans assez énormes. On ne pouvait pas louper, avec beaucoup de choses qui étaient un peu bling bling. Et ça, c'est sans compter bien sûr leur projet pseudo secret d'Apple Car. Mais donc voilà, tous ces fabricants, ils essayent d'arriver pour prendre des parts de marché, quoi. Et d'un autre côté, ouais. Non, comme tu le dis, effectivement, après avoir pris la main sur les ordinateurs, les téléphones, un des derniers endroits sur lesquels on est et sur lesquels finalement les gros systèmes d'exploitation sont pas très présents, ça reste l'auto, et on y passe beaucoup de temps dans les autos, surtout dans les villes embouteillées.
Et donc, voilà, c'est une opportunité aussi de créer une convergence, de fidéliser, de vendre des services et des produits. Et ça, clairement, voilà, on sent que c'est le prochain relais. Et en même temps, on a eu, voilà, après pas mal d'années et d'essais, on s'est bien rendu compte que les constructeurs automobiles, à quelques exceptions près, ont pas vraiment craqué finalement ce qu'on attend d'une interface homme-machine tactile, etc. Et donc, voilà, il y a aussi une opportunité pour ces acteurs-là de fournir leur expertise. Ajouter à cela qu'en termes de courbe d'adoption, ils savent plutôt comment gérer les demandes et les attentes des utilisateurs. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour un utilisateur qui rentre, qui essaie d'utiliser le système Apple Car dans une voiture, s'il a déjà un iPhone. Et du coup, voilà, l'idée c'est de tirer un peu la logique pour intégrer ça plus finement aux OS des systèmes embarqués. Ouais, mais d'ailleurs à ce sujet-là, c'est un gros risque aussi pour les fabricants automobiles classiques qui ont, je pense, complètement loupé. Alors après, ça fait longtemps que je suis pas rentré dans une voiture moderne, donc je sais pas comment les interfaces sont. Mais je suis pas sûr que ça soit au même niveau. Moi, je pense à Tesla a réussi à avoir une interface qui est quand même très moderne, facile à utiliser, compréhensible, etc. Renault, je suis pas sûr. Les dernières fois que je suis rentré dans une Renault, c'était leur écran est quand même très. En fait, c'est une réplication de quand on a les interfaces classiques avec toutes les molettes, les boutons, etc. Et je sais pas, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à se transformer et réfléchir vraiment à qu'est-ce que c'est une interface utilisateur facile à utiliser et plaisante même, pour pas en fait devenir juste comme des fabricants en fait, comme je sais pas, TSMC qui ne fait que, alors mauvais exemple parce que ils s'en font, mais qui vont juste créer le produit et en fait toute la valeur logicielle va être piquée par un Samsung ou un Apple ou un Android. Voilà. À suivre. Ouais. Et Autrax, du coup, on parlait des entreprises qui font des smartphones, etc. habituellement, qui essayent de mettre leur environnement logiciel dans des voitures existantes. L'autre côté, j'ai parlé du projet secret d'Apple qui veut monter sa voiture, mais l'autre qui a été officialisé, c'est Sony et Honda qui vont créer une voiture ensemble. À l'origine, alors je sais plus si c'était avant le Covid ou l'année dernière, mais Sony était venu présenter un modèle de voiture. Ils avaient dit ah non, c'est un concept car. Voilà, c'est juste un concept car. Bon, gros mytho, ça se voyait à 100 km/h que oui, ils allaient vraiment créer cette voiture. Ils ont officialisé le partenariat avec Honda l'année dernière. Donc, ils ont créé une joint venture, une co-entreprise pour créer ça. La voiture va s'appeler Afeela. Et une de ses particularités, c'est qu'elle a 45 caméras et senseurs à l'intérieur, à l'extérieur, pour pouvoir à la fois détecter ce qui se passe autour, pouvoir anticiper les problèmes, les accidents, etc. Mais aussi comprendre l'usager, le conducteur de la voiture et son entourage pour pouvoir adapter l'expérience à ses usages. Donc ça devrait être intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va vraiment donner. Après, reste à savoir quelle va être la part et la valeur ajoutée de Sony versus les autres acteurs. Enfin, vis-à-vis d'Honda, en fait. Qui est-ce qui va avoir le lead sur ce projet, etc. Ce sera, je pense, à suivre de près. C'est sûr. En tout cas, moi, je trouve que le partenariat intéressant, plutôt de, tu vois, recommencer que Sony se lance dans la voiture directement alors qu'ils n'ont aucune connaissance là-dedans. Là, ils peuvent apporter un savoir-faire logiciel, interface. Honda apporte la partie, on sait faire des voitures. Ça peut être, ça peut être cool. Ça peut être cool. On verra. Ensuite, les télévisions, j'en parlais. Donc, les télé 3D, c'est bon, on n'entend plus parler, il y en a plus, donc c'est cool. Là, on est plutôt sur l'innovation utile, pas forcément. Un des gros moment clé du salon, c'était LG qui a montré une télé enroulable énorme, gigantesque, à $60 000. C'est un petit peu cher, mais plutôt marrant. Et finalement, c'est pas si bête que ça, parce que c'est comme quand tu as un vidéoprojecteur, tu peux le projeter sur le mur, mais voilà, tu sors le vidéoprojecteur, tu l'installes, tu mets ton écran. Là, on pourrait imaginer d'avoir un meuble sur lequel on peut poser des trucs, du bazar. Tu as des enfants, tu sais ce que c'est.
Et le soir, quand tu veux regarder un film, tac, t'as l'écran qui se déroule lentement et apparaît. Donc, il est protégé la journée parce qu'il est enroulé. Et en plus, c'est pas... voilà, t'as un salon ou une chambre plutôt clean qui est pas encombré par un gros carré noir. C'est un vrai sujet, hein, la disparition de la télé. Hein. Je pense que c'est une vraie tendance de long terme, en fait. C'est que de plus en plus, on veut des télés qui se fassent oublier et qui finalement ne polluent pas la décoration. Et pourtant, les télés n'ont jamais probablement été aussi belles et aussi discrète, mais voilà, ça reste un sujet. Comment on s'en débarrasse? Et donc, il y a eu plusieurs réponses apportées ces dernières années. On peut citer quelques-unes, le développement des vidéoprojecteurs qui permettent finalement de libérer un mur et d'utiliser un grand écran quand on en a besoin uniquement et de le rendre invisible le reste du temps. Autre exemple, tu donnais l'exemple des télés enroulables que LG nous présente déjà depuis quelques années. Je pense que la techno existe et est encore très cher. Mais en tout cas, techniquement, ça a l'air de fonctionner et c'est vrai que c'est assez stylé. Et puis, on a des systèmes un peu équivalents dans certains hôtels de luxe, mais pour le coup, elles sont pas enroulées, mais cachées dans des meubles. Et puis, le dernier cas, c'est des choses. Alors, c'est peut-être le plus concret, le plus palpable. C'est des exemples comme celui de Samsung avec The Frame, qui est sa télé tableau. Et que moi je vois beaucoup dans les intérieurs. Elle a vraiment pas mal de succès, ouais. Et c'est l'exemple de la télé qui sait se faire oublier parce qu'on a retiré les fils, on a déporté tout ça, et finalement quand elle est éteinte, on peut passer devant sans avoir l'impression que ce soit une télé. Et ça, c'est on sent vraiment qu'il y a une tendance assez forte d'essayer de planquer un peu cette télé dès qu'on n'en a plus besoin. C'est vrai. Et du coup, là, toujours sur le thème de cacher les télés, il y a Samsung qui a créé justement un vidéoprojecteur que tu n'as pas besoin d'enlever, de déplacer à chaque fois que tu mets, parce que il peut être complètement collé contre le mur et ça va quand même afficher un écran de 150 pouces, ce qui est pas mal. Grand, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? LG qui a présenté encore une énorme télé 4K et OLED sans fil. Le seul fil que vous avez besoin, c'est le câble d'alimentation. Le reste, c'est tout sans fil en Wi-Fi. Donc c'est plutôt chouette parce que vous avez plus plein de fils qui pendouillent, comme c'est le cas chez moi, mais juste un seul qui peut être même discrètement caché. Et ensuite, on a des combats qui sont moins visibles, mais sur celui qui représentera la meilleure qualité. Et on a notamment Samsung qui se bat depuis quelques années contre l'OLED OLED qui est fabriqué principalement par LG. Ils ont créé le QD OLED qui apparemment est vraiment incroyable et assez sublime. Donc ça c'est plutôt chouette. Et toi, il y a un truc qui apparemment t'a vraiment surpris, c'est la vidéo super résolution. Ouais, alors ça c'est pas là, je pense que ça fait partie des choses qu'on va pas voir de manière pratique avant assez longtemps, mais je trouvais le concept intéressant. C'est une innovation qui nous vient de Nvidia, qui est très connue dans tout ce qui est carte graphique notamment, et qui travaille beaucoup sur l'IA, comment en fait on peut à partir de la puissance de carte graphique, de processeur, augmenter la qualité des images et la résolution. Et en fait, ils ont présenté une innovation qui permet en fait tout simplement d'upscaler des images finalement en 4K à partir d'une source très mauvaise qualité, très faible résolution. Donc 360p, c'est si je dis pas de conneries, du 640 x 480 ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment ce qu'on avait sur nos téléphones il y a quelques années. Et donc vraiment, ces premières vidéos qui ont pu être peut-être chargées sur des plateformes comme YouTube, le fait de te dire que l'IA permettrait de l'upscaler finalement et d'améliorer la qualité, le détail pour en faire quelque chose de tout à fait regardable sur du 4K, c'est hyper intéressant parce que ça permettrait plein de choses. Ça permettrait finalement d'upgrader des médias qui ont été postés il y a quelques années, à l'époque où la 4K n'existait pas ou était pas répandue. Ou ça permettrait aussi, dans une autre mesure, de se dire, si je suis capable au niveau de mon matériel d'upgrader la qualité d'un contenu en 4K, de manière très satisfaisante, j'aurais peut-être pas besoin d'envoyer un flux 4K, je pourrais peut-être envoyer un flux beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, donc beaucoup plus économique et écologique,
de manière finalement à voilà, sans que la qualité au niveau de l'utilisateur final en pâtisse. Et ça, je trouve que si on arrive à tirer un peu ce genre d'innovation, ça pourrait être vraiment très très cool, et ça permettrait d'éviter voilà, cette course au débit, puisque finalement on serait capable d'optimiser les choses grâce à de la puissance machine locale. Pour l'instant, ça reste réservé uniquement aux possesseurs de certaines cartes graphiques, les séries 30 et 40 de Nvidia. Ne me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui existe, et j'espère que ça se développera dans les mois et les années qui viennent. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être super intéressant, notamment au téléphone. On sait que les processeurs, quand même, ces dernières années, on a eu des belles plus-values avec, notamment chez Apple, avec leurs puces M1, M2, qui sont des sauts assez forts en termes de puissance, mais tout en ayant une consommation réduite. Donc, si ça arrive sur les téléphones, ouais, ça va être assez fantastique. Hein. La 6G, les lobbies de la 6G vont pleurer, quoi, si ça arrive bientôt. C'est ça, t'aurais enfin Exactement, t'aurais enfin des FaceTime ou des vidéos WhatsApp qui soient pas une bouillie de pixels. Exactement. Et ça serait plutôt cool. Ouais, c'est clair. Pour rester sur les téléphones, du coup, t'as quelques tendances peut-être à nous partager ? Absolument. Greg, je tiens à t'annoncer que tu étais visionnaire quand tu nous as parlé du Samsung Fold. La tendance ne va pas s'estomper, bien au contraire. Il y a Samsung, et là je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube, vous tapez Samsung CES smartphone. Ils ont créé un smartphone qu'on déplie en 3. Donc en gros, ça fait un sorte de... Comment expliquer ? Comme vous savez, les guides touristiques, là, quand vous allez dans les offices de tourisme et on vous donne les plans de ville, là c'est pareil, ça se déplie en 3, quoi. Donc vous avez 3 facettes avec un écran assez grand. Et ensuite une tablette assez marrant qu'on déplie en 2, donc classique comme un livre. Et ensuite, sur le côté, vous pouvez encore tirer un petit côté, donc ça se déplie, ensuite ça se tire sur le côté. Et là, moi je me suis dit, mais c'est complètement gadget. Et en fait, sur la démo, c'est assez marrant parce que du coup, sur l'écran principal, qui correspondra à un livre, le mec il est en train de regarder le match, et quand il tire la petite interface supplémentaire, donc qui s'affiche sur la droite de l'écran, il a des informations sur le match, donc par exemple sur les joueurs, sur le résultat en cours, etc. Et donc ça, je me suis dit, bon, pour l'instant c'est quand même très très gadget, mais c'est marrant et les mecs ont quand même pensé à une utilisation. Donc voilà, je suis assez, moi là où je suis impatient sur cette technologie, c'est quand même que les prix descendent, parce qu'on est sur des prix assez chers, même si c'est vrai qu'on peut là pour ça reste abordable maintenant, hein. Ça commence en fait, sur les modèles des années précédentes, genre le Samsung Fold ou l'autre, je sais jamais, le 3, qui était dans les 600-700 euros dans les mois derniers, alors quand il est sorti, il était à 1400, 1500, 1600. Donc voilà, ça diminue assez vite et ça peut être intéressant. Donc il y a moyen que je craque quand même d'ici quelques années. C'est plus inatteignable, comme tu dis. Si tu tapes sur le téléphone de l'année précédente, on est dans une phase où c'est vraiment un produit de niche qui est assez peu vendu. Du coup, il doit avoir pas mal de stock quand même. Et c'est vrai qu'il est très cher au lancement parce que c'est le prix un peu de l'innovation. Et il les brade très très vite derrière. Pourquoi ? Parce que d'une itération à l'autre, on a des grosses améliorations, comme c'est une nouvelle techno, ce qui n'est pas le cas, tu vois, entre l'iPhone de cette année et l'iPhone de l'année prochaine. C'est assez à la marge, alors que là, en fait, voilà, d'une année sur l'autre, tu as vraiment un bond de géant, et donc ils savent que dès qu'il y a un nouveau modèle qui arrive, ils n'ont aucune chance de vendre l'ancien. Donc du coup, les prix peuvent baisser assez drastiquement. Donc ça, effectivement, je pense que ça devient assez rapidement abordable, cette histoire. C'est plus hors de portée. Et effectivement, tu peux avoir un bon téléphone pliant récent de moins de 2 ans pour finalement un tiers du prix de lancement, et du coup moins cher qu'un téléphone qui vient de sortir aujourd'hui, quoi. Haut de gamme. Tout à fait. Ouais, enfin sur haut de gamme, hein, parce que bon, on reste sur du haut de gamme, c'est sûr. Tout à fait. Et l'autre affaire à suivre, du coup. Ouais, exactement. C'est les appareils connectés par satellite. On l'a vu quand Apple a lancé son iPhone 14, avec lequel vous pouvez envoyer des SMS via satellite. Yes. Motorola est dans cette tendance aussi et va permettre de lancer des messages via satellite, donc un SMS pour dire coucou maman, je suis bien arrivé, bisous. Et Qualcomm, qui est voire le gros producteur de puces électroniques pour les smartphones et les tablettes, il va proposer dans ses prochains processeurs le Snapdragon 8 Gen 2 pour les connaisseurs,
la possibilité de se connecter à Satellite pour les urgences ou tout simplement pour envoyer des textos. Donc j'imagine qu'on va pouvoir assister à une généralisation de ce genre de puces directement intégrées en fait dans nos téléphones. Donc ça peut être intéressant, notamment en termes pour les cas d'urgence, ça peut être vraiment cool. C'est-à-dire que fini les films où le mec dit le tueur me poursuit mais je n'ai plus de réseau. Mais si, bien sûr, envoie un texto par satellite et tac. Donc il y aura plus de films. Donc voilà. On va peut-être une tendance à côté de ça va être la baisse du nombre de films d'horreur. Peut-être, je ne sais pas. Il faudra trouver. Peut-être. Il y a d'autres moyens de faire peur dans un film d'horreur. Mince, j'ai plus de batterie. Ah bah oui, on t'avait dit de recharger avant de partir dans ce voyage tout seul dans la montagne. Parce que là, du coup, satellite ou pas, sans batterie, tu iras pas très loin. Exactement. Très cool. Ouais, c'est vrai que c'est une tendance également. J'ai l'impression qu'on avait arrêté d'en rêver ou de se poser la question par rapport à la téléphonie par satellite. Ça nous paraissait un doux rêve vraiment réservé à des matériels très très spécialisés, les grosses valises, etc. Quand tu fais le Dakar ou ce genre de choses. Et il s'avère qu'en fait, non, ça revient bien. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et ça a même tendance à se démocratiser du coup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je pense de plus en plus, tu vois, avec tous les constellations téléphoniques qui vont être en développement, j'ai oublié le nom, celle de Elon Musk là. Starlink, il y a Blue Origin aussi, Jeff Bezos qui va lancer le même truc. Il y a une constellation européenne qui va être lancée. La Chine a annoncé récemment aussi le lancement de leur constellation de satellites. Donc c'est possible que ça devienne des usages plutôt courants dans les prochaines années qui viennent, quoi. Ouais. Affaire à suivre donc. Et dernière tendance, la maison plus connectée. On va pas rentrer trop en détail dans ce sujet parce qu'on en a parlé, on a fait une édition spéciale sur le sujet en fin d'année dernière, sur le protocole Matter, qui est le nouveau standard fait pour aider les produits de marques différentes à communiquer entre eux. Parmi ces participants, on a notamment les petites startups Apple, Google, Amazon ou Samsung. Et là, il y a beaucoup de produits qui ont été annoncés dans ce sens. Pour Amazon, ça a été ces speakers, ces enceintes connectées qui vont être compatibles. On a comment ça s'appelle, des serrures connectées qui ont été annoncées par Lockly, tout ça connecté. Voilà, il y a plein de choses qui ont été annoncées dans ce sens. Moi, j'attends plutôt de voir que ça va donner en vrai, et notamment pour les anciens produits qui sont pas forcément compatibles. Donc voilà. En tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'émulsion sur tous les fabricants d'objets connectés, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes chez Apple que vous devez acheter que du Apple, chez Philips que du Philips. Là, vous allez pouvoir avoir plusieurs appareils différents, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, si le sujet vous intéresse, je vous encourage à regarder l'épisode de novembre 2022 sur Matter, du coup, le standard connecté. Épisode 47, si je dis pas de bêtises, de la saison 2. Et on vous mettra peut-être le lien dans les notes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est un peu marche ou crève sur cette techno. Les objets connectés ont pas vraiment réussi pour plein de raisons qu'on explique dans l'épisode. Et Matter, c'est vraiment le standard open source qui a pour objectif de mettre tout le monde d'accord, de mettre tout le monde à la même table, et si ça marche pas là, je pense que ce sera très compliqué. Par contre, effectivement, là on est dans la phase de lancement, et du coup il y a, comme tu le disais, il y a une certaine émulation, et tous les gros acteurs qui font partie du consortium sont vraiment là sur les rampes de lancement pour montrer à quel point c'est intéressant, la facilité d'usage, de paramétrage, et puis comment également on essaie de rendre les produits déjà sortis compatibles. Et voilà, tout ça, on en parle plus en détail dans l'épisode dédié. Mais voilà, ça a été effectivement, le contraire aurait été étonnant, mais un sujet pas mal relayé lors du CES. Complètement. Et voilà, c'était le petit tour des tendances du CES. Bref, pour résumer, moi, vivement l'année prochaine. Pour voir. Exact. T'as déjà été au CES, Rémi ? Non, jamais. Et toi ? Bah non, j'ai pas eu l'occasion, même à l'époque où je me faisais inviter dans tous les salons tech. Le CES est passé entre mes
Trop cher, j'étais pas assez influent. Donc, écoute, peut-être qu'un jour on sera invité, toi et moi, au CES, qui sait. Ça serait cool, franchement, ça serait très cool. Ouais, j'aimerais bien voir en vrai, ça doit être crevant. Tu dois passer ta journée à marcher, ensuite à les soirées où ils te plaisantent, regardez mon écran déroulable. Mais bon, j'aimerais bien, c'est clair. Exactement. Et du coup, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette année. Donc, je pense pas qu'il y ait de grosses tendances foireuses qu'on a évoquées aujourd'hui. On était plutôt sur des trucs très très pragmatiques et très plutôt secs. Mais on verra comment tout ça évolue dans les mois qui viennent. Mais avant ça, de quoi on parle la semaine prochaine, Rémi ? Excellente question. Alors, la semaine prochaine, on va justement vous parler de l'innovation qui a fait que ce que BMW avec sa voiture qui change de couleur a fait que ça m'a touché. On va parler des écrans qui ne fatiguent pas les yeux, de la technologie e-ink, donc d'encre électronique, celle notamment que vous avez dans vos liseuses électroniques, Kindle ou Kobo. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir des frémissements. Il y a pas mal d'innovations qui apparaissent sur ce secteur-là. Donc, je pense que il est temps d'en parler, de faire un point sur le sujet, ce qui existe, ce qui va arriver et pourquoi c'est aussi cool. Super, écoute, je pense qu'on est sur un très très beau sujet. Il y a plein de choses à raconter. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la techno e-ink. Allez, salut à tous. Ciao, merci Rémi. Greg. À plus. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.